Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous avec nous dans le cadre du Cercle des Échos. On est heureux de pouvoir discuter d'une thématique qui, je pense, tient à cœur à tout le monde aujourd'hui, ou du moins tout le secteur privé, tous les salariés, tous les patrons du secteur privé. Donc le capital humain, la gestion du capital humain aujourd'hui est un critère de performance, est un levier d'innovation et on le sait tous, aujourd'hui tous les collaborateurs ne cherchent plus le salaire comme seul critère, ni de fidélité, ni d'engagement. Et de nouveaux leviers, de nouveaux critères ont fait leur apparition, ou du moins se sont imposés fortement au cours des années pour construire ce qu'on a appelé cette notion de best employeur, qui aujourd'hui est une sorte de course, est une sorte de challenge pour toutes les entreprises, dans laquelle elles s'inscrivent pour pouvoir améliorer le bien-être, pour pouvoir améliorer par là la performance et pour pouvoir attirer, fidéliser leurs talents. Pour en discuter, nous avons invité des entreprises qui ont fait leurs preuves dans le domaine et qui voudront bien partager avec nous leurs secrets, leurs méthodes, leurs visions et également leur analyse et des priorités dans ce domaine-là. Donc je commence par ma droite. Nous avons l'honneur d'accueillir avec nous Madame Raouia Zerouel, qui est directrice du capital humain pour les eaux minérales d'Olmès. Bienvenue. Également Madame Yasmina Joutel, qui est directrice financière pour la région Afrique du Nord et de l'Ouest pour JTI. Merci. Monsieur Rachid Bekkar, directeur des ressources humaines pour Inouï. Merci Monsieur Bekkar. Madame Fedwa Ikez, qui est directrice des ressources humaines pour Ciment du Maroc. Et Monsieur Mourad Elgour, directeur du capital humain pour la région Afrique de Téléperformance. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et ma première question, donc on va plutôt discuter qu'orienter les questions. Et ma première question que j'ai envie de vous poser pour un petit peu lancer ce débat, c'est de vous dire quelles sont aujourd'hui les nouvelles priorités des collaborateurs. Merci. Donc, puisque j'ai été désigné à l'unanimité, je vais essayer de répondre à cette question. Donc, aujourd'hui, effectivement, le monde a changé. Et encore plus, le marché de l'emploi, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché, ces générations Z, la génération Alpha qui bientôt sera en train de frapper aux portes des entreprises. Donc effectivement, beaucoup de choses ont changé et dans un monde encore incertain et où nous avons une rapidité, ce qui était vrai il y a quelques mois ne l'est plus quelques mois plus tard. Donc les entreprises se doivent d'être effectivement à l'écoute, d'être dans une capacité non pas de réaction mais de proaction, afin de pouvoir continuer à attirer les meilleurs, à les fidéliser et à maintenir sa pérennité dans un monde où la concurrence est devenue une concurrence mondiale. On est en concurrence au niveau aujourd'hui des talents. Nous sommes en concurrence avec le monde. On n'est plus en concurrence avec le marché marocain. Aujourd'hui, l'Europe vient prendre nos talents. Nous allons prendre des talents européens et africains. L'Amérique du Nord prend nos talents. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui a tellement évolué que les entreprises ne peuvent faire différemment que de pouvoir mettre en place d'autres stratégies, d'autres façons de penser, d'autres façons de faire afin de pouvoir attirer, retenir les meilleurs. Et donc, c'est tous les enjeux qu'ont aujourd'hui les entreprises. Et effectivement, avant, nous avions le salaire, nous avions les avantages que pouvaient donner les entreprises. Il fut un temps qui n'est pas encore si lointain que ça, que les gens, quand ils rentraient dans une entreprise, s'imaginaient que c'était là où ils allaient prendre leur retraite. Aujourd'hui, on n'y est plus du tout. Cette génération va faire un parcours, elle ne va pas faire une carrière. Elle rentre pour apprendre, pour évoluer et tout de suite voir autre chose. Donc c'est également quelque chose que nous devons prendre en considération, que nous avons aujourd'hui des générations qui ne viennent pas pour rester avec vous 20 ans, 15 ans, 10 ans, qu'après 2, 3, 4 ans, ils sont prêts à aller voir autre chose. Donc il faut aussi que les entreprises l'acceptent, que les entreprises le comprennent et que les entreprises mettent ce qu'il faut pour pouvoir garder au moins une partie de ces compétences en interne et de pouvoir aussi réfléchir à d'autres façons de pouvoir être en interaction avec ce milieu-là. Madame Ikez ? Alors, je voudrais juste rajouter qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un marché qui tire.
Les générations ont changé. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que RH ou en tant qu'employeur, notre principale priorité, c'est d'attirer, mais surtout retenir. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, c'est comment les retenir, sachant qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération ne se marie pas avec son employeur. Maintenant, on ne peut pas retenir tout le monde. Le turnover fait partie de la vie de l'entreprise. Donc, je pense qu'il est aussi fondamental pour nous de définir ce qu'on appelle un noyau dur. Ce qu'on appelle, dans le jargon RH, des key people qui occupent les key positions. Et c'est sur ces gens-là qu'il faudra plus faire le focus. Parce qu'on ne peut pas retenir tout le monde de par le marché qui tire. Maintenant, je voudrais revenir peut-être à l'intitulé de la table ronde. Quand on parle de best employer, les secrets. Donc moi, j'ai envie de dire que c'est pas des secrets. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est justement pour partager les bonnes pratiques, pour benchmarker, parce qu'on veut tous être best employeur. Mais c'est quoi best employeur? Moi, si je devais définir ce que c'est déjà à l'intérieur. Parce que best employeur, souvent on dit la marque employeur, une vitrine RH à l'extérieur, qui nous sommes, comment on peut attirer. On ne peut attirer que par les gens qui sont à l'intérieur, qui sont nos premiers ambassadeurs. Moi, je pense que ça, c'est fondamental et c'est pour ça que pour nous, l'expérience collaborateur reste un des leviers centraux. Parce que quand on parle de marque employeur, dans un monde qui est en mouvance, qui est en transformation au quotidien, je pense que ce qui fait vraiment la différence en tant qu'employeur, c'est notre culture et nos valeurs. Tout le reste change tellement vite qu'aujourd'hui, ce qui différencie une entreprise, c'est sa culture et ses valeurs. C'est l'essence. C'est l'essence même. Et si je reviens à Ciments du Maroc, aujourd'hui, nous sommes dans une culture, je dirais, très ancrée. Dans le sens où on a un esprit de famille, de par aussi l'ancienneté de l'entreprise, on a un esprit de famille qui est très, très fortement marqué. Et on le sent dans le quotidien, dans la manière dont les gens collaborent entre eux, la solidarité qu'il peut y avoir, ce qu'il peut y avoir vis-à-vis de la marque Ciments du Maroc. Et je pense que ça, c'est une force que nous avons aujourd'hui, notamment chez les anciens. Maintenant, les nouveaux, il faut justement qu'on les embarque. Ça va leur parler, mais c'est pas suffisant parce qu'ils ont d'autres centres d'intérêt. Et c'est pour ça qu'on doit naviguer sur d'autres choses. Je sais pas si je peux prendre la parole encore un petit peu ou si quelqu'un veut déjà, fais-toi plaisir. On a dit que c'était un forum de discussion, donc c'est pas question-réponse. Mais très rapidement, je voudrais rester sur l'exemple de Ciments du Maroc parce que je la représente aujourd'hui. Elle peut apparaître comme une entreprise ancienne, conservatrice, industrie lourde, pas sexy, n'est-ce pas l'opérateur? Mais finalement, c'est pas parce que je suis dedans, mais c'est une entreprise qui a beaucoup d'atouts, beaucoup de leviers et beaucoup d'histoires à raconter à ces jeunes talents pour pouvoir les attirer. Parce qu'on est une entreprise qui est, malgré l'image qu'on peut donner, qui est novatrice. Parce qu'on est en pleine transition vers une industrie verte. Et ça, c'est des sujets qui intéressent les jeunes aujourd'hui. On est sur un vrai enjeu de réduire notre empreinte carbone avec des solutions très innovantes. On parle de parcs photovoltaïques, on parle de parcs d'éoliennes, on parle de parcs de gestion d'algues aussi. Donc tout ça, c'est des choses qui sont nouvelles, qui sont novatrices et qui peuvent attirer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut aussi écouter, comprendre ce que cette Gen Z, Alpha, tous ces termes barbares qu'on commence à avoir dans notre métier, qu'est-ce qu'ils attendent? Et on peut y répondre. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense on doit surfer avec les anciens qui sont nos ambassadeurs et les nouveaux qu'on doit embarquer et qu'on doit retenir. C'est tellement convaincant comment vous le dites parce que depuis que vous avez pris la parole, vous avez les yeux qui brillent. Ah ouais. Et pour l'anecdote, je vais me permettre de le dire, Madame Iquez est à Ciments du Maroc depuis pratiquement une année, n'est-ce pas? Même pas 8 mois. Ça veut dire voilà, c'est pas 15 ans, c'est pas 20 ans et elle est pleinement dedans. Donc ça veut dire que la recette elle marche. Alors je prends juste encore un petit temps de parole. Elle matérialise. D'ailleurs, c'est aussi un très bon point. Quand je suis rentrée, je leur ai dit vraiment, on sent ciment. Les gens sont très ancrés. Donc, on est dans le ciment, mais en même temps, on est cimenté. On est cimenté, le béton. 8 mois, mais bon, ça ne me rajeunit pas. Pratiquement 25 ans dans le métier. J'ai été dans d'autres secteurs qui sont tout aussi passionnants et tout aussi différents, mais les enjeux RH restent les mêmes. Voilà, et je pense qu'on va le voir à travers mes collègues. Bien sûr. Ça fait une transition. Monsieur Le Gour ? Alors, vous parlez depuis tout à l'heure de nouvelle génération, etc. Je pense que
de par notre entreprise et notre secteur, on est les plus exposés à recruter des jeunes. Je pense que sur les 11 000 collaborateurs que nous avons au Maroc, on a une moyenne d'âge de 24 ans. Donc c'est assez jeune. C'est un Z majuscule. Oui, exactement. Et du coup, peut-être pour aller dans le sens de nos discussions, je vais partager avec vous une lecture récemment qui parlait des besoins générationnels. Et puis les besoins Et du coup, je trouve que c'est en lien avec les thématiques parce que les besoins de nos ancêtres, nos arrière-grands-parents étaient des besoins primaires de survie. Donc il fallait manger, il fallait se protéger des dangers de la nature, etc. Et une fois que ce besoin a été comblé, il devenait acquis. Et donc pour nos grands-parents, nos parents et nous, ce besoin de survie, il est acquis, il est là. Et donc le nouveau besoin, c'est le statut social. Il faut avoir une maison, il faut avoir une voiture, il faut fonder une famille, etc. Et donc par la même mécanique, ce besoin devient aujourd'hui acquis. Et donc toutes les entreprises qui croient qu'aujourd'hui, pour attirer ou retenir des collaborateurs, c'est en leur offrant le statut social, c'est-à-dire un CDI et un salaire, se trompent complètement parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations cherchent à créer un lien avec l'entreprise. Et donc c'est plutôt à l'entreprise de faire l'effort de créer ce lien pour le cultiver, le transformer en sentiment d'appartenance et puis ensuite de fierté si toutes les choses se passent bien. Et donc du coup, c'est un mode de fonctionnement totalement différent avec les anciens modes de fonctionnement. Si je reviens sur nous, sur Téléperformance, il y a plusieurs éléments que nous mettons en place pour essayer de consolider ces liens-là. Je pense que le premier fondamental, essentiel, c'est la communication. Communication fluide, récurrente, transparente. Donc on organise souvent des webinaires avec l'ensemble des collaborateurs pour donner de l'info sur l'entreprise. Qu'est-ce qui va, mais là, il y a, pardon, justement pour pouvoir, pour que vous nous donniez davantage d'éléments, il y a de la com interne effectivement, mais il y a aussi de la com externe, n'est-ce pas ? Oui, alors il y a effectivement la com interne et donc c'est ce que je disais, il faut que les gens sentent qu'ils fassent partie d'un organisme et qu'ils vivent ce qui se passe dans l'entreprise, ils sont au courant, etc. La com externe est un autre volet, mais bien évidemment, il faut que les deux soient alignés et qui transmettent la vie en interne et aussi sur la communication externe. Le deuxième sujet, je pense que le bien-être, alors aujourd'hui, je pense que c'est fondamental dans toutes les stratégies RH parce que c'est aujourd'hui est venu accentuer par la crise sanitaire. Donc il y a un énorme regard et une forte attention sur ça. Si je dois citer un troisième élément, c'est la proximité, le management, la politique de la porte ouverte. Les jeunes veulent aujourd'hui être consultés, il faut échanger avec eux, etc. Donc il faut les voir, il faut que le comité de direction discute avec l'ensemble des collaborateurs pour donner plus de vision, etc. Et puis surtout, je pense à un élément très important, c'est le management participatif. En tout cas, chez nous, on est convaincus que l'intelligence collective est moteur de l'engagement et de l'appartenance de l'ensemble des collaborateurs. Donc, quand il y a un sujet, il n'y a pas tabou, il est exposé, on discute, on fait des sessions d'échange, de brainstorm, on discute les sujets. On a peut-être l'avantage, alors on fait partie du leader mondial de la relation client qui compte plus de 500 000 collaborateurs. On a quand même la capacité d'avoir une agilité entrepreneuriale locale qui fait que les circuits de décision peuvent être très courts. Et du coup, ça va dans le sens du management participatif parce que on fait des sessions de brainstorm pour éveiller un peu la créativité et du coup, on a la possibilité et la capacité d'aller rapidement acter dans le sens de ce qui a été. Et en fait, c'est en rendant les collaborateurs acteurs des décisions et des orientations de l'entreprise qu'on arrive à cultiver cet esprit d'appartenance et la capacité de chacun de se sentir écouté, entendu et surtout acteur dans la vie de l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental et qui est beaucoup attendu des nouvelles générations. Mesdames, vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, je pense pour
pour revenir un petit peu sur le besoin aujourd'hui des collaborateurs, en fait, il y a déjà le sujet un peu sociétal. Donc, la société a énormément évolué et donc les gens ils sont en quête de repères, en quête de beaucoup de choses. Donc, sans vouloir faire une table ronde sur ce sujet qui est assez intéressant avec tout ce qu'on a vécu, notamment sur la crise sanitaire et tous les changements que nous avons. Mais il me semble aujourd'hui que les collaborateurs sont en quête de sens, de confiance, parce que le trust est extrêmement important. Et dans le sens, il y a la notion d'impact positif. Et plus l'entreprise a un impact positif dans son environnement, dans l'économie nationale, dans l'écosystème dans lequel elle évolue, et que son ancrage territorial est important, ça facilite justement ce rapprochement et cet engagement. Pourquoi? Tout simplement parce que, bien évidemment, on a tous une âme charitable, tout le monde veut faire du bien, etc. Mais parce que ça donne du sens à ce auquel on participe. Et je pense que c'est des choses qui sont très... elles peuvent paraître très philosophiques ou très peu tangibles, mais en tout cas qui donnent aujourd'hui énormément de consistance et d'impact dans le quotidien des collaborateurs. Ça, c'est des choses en tout cas auxquelles nous croyons au niveau des eaux minérales d'Oulmès et sur lesquelles nous travaillons énormément. Et on voit quel est tout l'intérêt, tout l'engagement de nos collaborateurs dans le fait d'appartenir à une entreprise qui est ancrée dans son environnement et qui a un impact sur la performance, bien évidemment, on est là pour faire du business, mais au-delà, sur l'environnement dans lequel elle évolue. Le deuxième point, je disais le trust et la confiance, elle doit être mutuelle. Et ça, c'est très, très important. Et pour pouvoir offrir aux collaborateurs aujourd'hui un environnement dans lequel ils se sentent en confiance, il faut pouvoir être dans le partage. Les collègues l'ont abordé. Il y a l'information, il y a la communication, il y a les organes de gouvernance aujourd'hui qui doivent être présents, expliqués et partagés avec les collaborateurs et pouvoir justement faire en sorte qu'ils soient partie prenante de tout cet écosystème et non pas un simple élément dans une chaîne de valeur qui est importante. Je pense que aujourd'hui, c'est principalement ça les attentes qui sont que nous percevons en tout cas et qui contrairement à ce qu'on peut le croire, elles sont dans toutes les strates de l'organisation. C'est pas que au niveau de l'encadrement ou au niveau du management qui est proche de la stratégie, mais c'est des choses c'est des fiertés qu'on retrouve même chez les opérationnels, même chez les gens qui sont dans le terrain, etc. Et aussi loin soit-il de la décision et du top management. D'accord. Madame Jutel. Alors, il y a beaucoup de différents sujets en fait qui ont déjà été abordés et j'aimerais rebondir sur certains d'entre eux. Notamment le gap générationnel des générations qui sont en train d'arriver sur le marché du travail. Effectivement, je vous rejoins totalement, leurs besoins sont totalement différents. Ils n'ont pas les mêmes besoins que nos parents ou que nos grands-parents. Aujourd'hui, la génération qui arrive a besoin de flexibilité, a besoin d'une vision claire et précise, a besoin et ambitieuse et a besoin d'un drive, à mon sens. Chez JTI, c'est quelque chose... que nous avons compris et qu'on pense déployer via une culture d'entreprise forte qui se repose sur notre héritage culturel japonais et un certain nombre d'autres éléments tels que le modèle qu'on appelle le modèle 4S chez nous, c'est 4 shareholders, donc c'est stakeholders, consumer, employees and society. D'accord. Donc l'employé est au même niveau que le consommateur final, le client, que l'actionnaire. Vous avez aussi parlé de communication. Effectivement, on pense que la communication est clé pour différentes raisons. Vous avez parlé de communication interne, de communication externe. Effectivement, la communication interne, d'abord, est clé. On voit nos employés comme des ambassadeurs, en fait, de chez JTI. Donc, on a un certain nombre de programmes, on a Teams pour communiquer ensemble, pour partager l'information, on a Workplace, le Facebook de professionnels, et on prend ça très très au sérieux. Et
On a également d'autres types de communication en interne. On a des télés un peu partout au sein de la boîte pour pouvoir rediffuser en fait des podcasts ou bien d'autres types de communication. Et puis ces mêmes employés en fait à qui on a communiqué, à qui on a partagé la vision, qu'on a engagé en fait, deviennent eux-mêmes un biais, un relais de communication. D'accord. J'ai envie de comprendre cette question parce qu'on en a parlé tout à l'heure par rapport à la question du turnover. C'est important d'en parler parce qu'on a l'impression que des fois, attention, une entreprise, attention, le taux de turnover est assez élevé, etc. Est-ce que c'est vraiment un problème pour une entreprise ? Alors, je vais prendre la parole rapidement pour partager un vécu, pas chez Ciment du Maroc, mais dans l'entreprise où j'étais juste avant, qui ressemble un petit peu à ce que tu disais en termes de profiling. Moyenne d'âge 26-27 ans, très volatile, profil très très recherché, que ce soit au Maroc ou en Europe. Et le turnover fait mal. Parce qu'en plus, j'étais dans un métier très technique, c'était de l'ingénierie automobile. Et donc, la montée en compétences est très importante. Donc, c'était une double peine quand quelqu'un partait. Parce que déjà, il fallait le trouver, il fallait faire son onboarding, et il fallait le monter en compétences pour qu'il devienne opérationnel. Et au bout de 2 ans, quand il devient opérationnel, il part. Donc tout ça, c'est de l'investissement quand même. Le turnover peut faire très très mal. Et c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de key people, key position. C'est très important d'avoir cette cartographie. Parce que le turnover, on ne peut pas l'arrêter. On peut le maîtriser. Ou plutôt, on doit le maîtriser. En fait, nous, en tant que RH, ce qu'on attend de nous, le comité de direction et l'ensemble des entités, ce qu'ils attendent de la RH, c'est de les aider à le maîtriser. Voilà. Et donc, pour répondre à la question, oui, il peut faire mal, il faut le maîtriser. Avec tous les leviers de rétention qu'on a commencé à aborder, je pense qu'on continuera à partager. Mais effectivement, oui, il fait mal parce qu'il coûte cher. Il coûte cher. Des fois, on s'amuse à calculer le coût d'un recrutement. Rajouter à ça le coût de la montée en compétences, donc voilà, le résultat est vite fait, hein, le calcul est rapidement fait. Juste pour compléter sur le secteur, effectivement, la durée de montée en compétences, c'est entre 2 et 3 ans, et effectivement, tout l'investissement que vous mettez, surtout qu'on recrute en particulier des jeunes sortis d'école, et donc il y a énormément d'investissement sur de la formation, que ce soit initiale ou continue. Il n'est pas que financier, hein. C'est du temps et de l'argent. C'est du temps, c'est de l'argent, etc. Et donc c'est super compliqué de subir des turnovers, alors que ça soit en termes d'efforts, que ça soit sur le modèle économique, etc. Et pour aller toujours dans le sens des nouvelles générations, aujourd'hui, on a travaillé sur des systèmes d'onboarding un peu plus digitalisés pour essayer voilà, pour que ça parle aux nouvelles générations, de 1. Et 2, l'idée, c'est de pouvoir alors embarquer la personne avant même d'arriver chez nous. Donc dès qu'elle est recrutée, donc elle a tout de suite ses identifiants, etc. On peut d'ores et déjà entrer en contact avec elle pour lui donner toutes les infos de l'entreprise, de toutes les questions qu'elle peut se poser, etc. Des process, des capsules, des métiers, etc. Et donc l'idée, c'est de commencer de créer le lien avant même que la personne arrive chez nous, et puis d'une manière un peu digitale, parce que les PowerPoint et les présentations et les supports papier sont derrière nous. Mais effectivement, pour revenir sur le sujet des besoins, etc., la difficulté de créer le lien impacte davantage la maîtrise des turnovers, et surtout qu'on est tous ici attendus sur ça. Et donc du coup, à nous de se réinventer, de revoir comment on peut nous s'adapter par rapport à ça, parce que les plans d'action d'il y a 5-10 ans ne fonctionnent plus aujourd'hui. Justement, vous me répondrez aussi sur cette question, parce que dans la continuité naturelle de ce point lié au turnover, aujourd'hui on parle de notions que nos parents avant n'abordaient pas du tout, hein. La flexibilité, l'équilibre vie perso, vie pro, le télétravail, etc. Même que des fois ce sont des facteurs ou on va dire des éléments déclencheurs justement de ces vagues de turnover, etc. Est-ce que c'est des tendances passagères
passagère ou est-ce qu'on est vraiment dans une dynamique durable où ce sont des éléments différenciateurs et peut-être même décisifs? Je vais peut-être donner un premier élément de réponse. Pour moi, il y a eu un avant et un après crise sanitaire. Et donc aujourd'hui, toutes les entreprises qui n'arrivent pas à intégrer de manière structurelle des flexibilités, alors ça peut être le télétravail, ça peut être des aménagements de temps, ça peut être des modèles un peu innovants, mais c'est certain qu'aujourd'hui, le rapport à l'entreprise, c'est que, on disait tout à l'heure, avant c'est nous, on offre un CDI et un salaire. Aujourd'hui, le rapport de force est un peu équilibré, c'est-à-dire nous on donne ça, mais c'est plus suffisant. C'est-à-dire que le candidat, quand il est devant un recruteur, il pose des questions très orientées sur quelles sont les possibilités de temps que je peux avoir au-delà de ce qui existe un peu partout, parce qu'aujourd'hui, la ressource se fait de plus en plus rare, et aujourd'hui, le marché, il tire, on en a parlé tout à l'heure, tellement compliqué que le rapport de force est aujourd'hui un peu différent. Donc effectivement, toutes des notions de flexibilité, de bien-être, etc., refont surface et redeviennent limite des prérequis nécessaires pour les entreprises pour pouvoir attirer les meilleurs talents. Madame Joutel ? Je préfère parler de rétention de talent que de turnover. Chez JTI, c'est quelque chose qu'on met vraiment... pour nous, c'est la pérennité. En fait, au-delà du coût, vous parliez de coûts financiers, de coûts de temps. On voit ça comme remettre en question la pérennité en fait de la croissance. Il est important de retenir les talents. Il est important de développer des programmes de développement pour ces talents, de mentoring, de coaching. Et de trouver une bonne balance en fait entre la productivité et le business et le développement et le bien-être des employés. Monsieur Boucar. Alors, dites-nous tout. Peut-être pas tout, mais une petite partie. En fait, je pense que oui, le turnover est important. Oui, que ça a un coût financier. Oui, qu'il faut que nous fassions un maximum pour pouvoir être en capacité, en mesure de retenir les talents. Mais après, c'est une réalité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous ne sommes plus, et c'est ce rapport de force, où on offre un CDI, où on offre un emploi pour la vie. Non, non, aujourd'hui, les jeunes, la nouvelle génération viennent pour apprendre. Une fois qu'ils ont fait le tour de la question, ils partent. Ils partent d'eux-mêmes. Donc, d'autant plus qu'on est aujourd'hui dans une logique d'auto-entrepreneuriat. Tout à fait. Et ils veulent freelance, ils veulent beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, un des outils ou un des leviers que nous pourrions éventuellement avoir, c'est le pipeline. Comment nous faisons pour pouvoir être en mesure d'accepter, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une réalité qu'il y ait des départs. Mais comment on fait pour que justement la compétence reste en entreprise, pour que nous puissions répondre aux besoins et aux enjeux de l'entreprise, mais avec une autre façon d'identifier les besoins en termes avant, bon, allez, j'ai besoin de 5 personnes pour cet atelier, 4 personnes pour celui-là, 3 personnes pour celui-là. Ben maintenant, c'est peut-être autre chose qu'il faut voir, une autre façon d'alimenter nos organisations de façon à ce que justement, in fine, on puisse avoir les compétences requises en temps et en heure et avoir cette donne de l'équation que 3%, 5%, 10%, 18% de cette population finiront par partir au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Et c'est là tout l'enjeu. Interagir avec toi, tu peux, allez, Odé. Donc, si on doit résumer ça, juste pour un peu vulgariser, c'est qu'en amont, il faudrait qu'on ait un knowledge management avec les experts, les anciens, et en aval, un vivier, un pipeline. Et il faut avoir le vivier, il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Et bien sûr, et on fait tout pour les retenir. Mais on est dans une dynamique où ça fait partie de la vie de l'entreprise qu'effectivement 5%, 6% quand on y arrive, parce que c'est pas évident. Moi, je t'arrive à 22% à un moment. Ouais, moi, j'ai eu une entreprise où j'étais à 40 et qu'on a descendu à 23 et on était content. Donc voilà, c'est... Vous étiez en congé, je pense, pendant cette période, c'est le cas. Je suis arrivé... Vous étiez en congé. Je suis arrivé en pompier, mais effectivement, mais ces 40 s'expliquent aussi, c'est pas l'entreprise. C'était juste avant Covid, 2017-2018, l'Allemagne, la France, la Suisse, le Canada, l'Angleterre venaient prendre. Et en plus, je travaillais dans un environnement où il y avait une concentration de compétences, bon c'est Kazan Hirschhorn pour ne pas le nommer, et où les recrutements se faisaient à la cafette.
Les recrutements, l'ingénieur descendait, on y va, et c'est reparti. Il y avait la cooptation, il y avait un turnover qui était juste terrible. On était au même moment à Kazanirchor, on était au même moment avec double digit dans le turnover. Nos trois, il me semble. Oui, tout à fait. Et on a vécu des périodes. Donc, est-ce qu'on va se mentir et se dire là, mais d'avant, on va pas les retenir. On ne pourra pas. Mais qu'est-ce qu'on fait pour essayer de retenir un maximum, d'empêcher un maximum de partir, mais surtout d'assurer une continuité des objectifs, d'atteindre des objectifs de l'entreprise par ce pipeline et l'expertise qui reste au sein de l'entreprise, et que si quelqu'un part, c'est toujours difficile les départs, et même c'est parce que c'est pas que l'aspect financier, il y a aussi l'aspect moral des troupes. Quand كنا 20 ولينا 12 Alors, justement, il y a un aspect sous-jacent, on va dire, de cet enjeu-là. Le premier est que aujourd'hui, si on a un turnover, il y a le point A lié à l'organisation. Il faut que l'organisation soit suffisamment agile pour ne pas que les pots cassés soient payés par tout le monde. Et en même temps, il faut que cette organisation soit suffisamment, on va dire, saine pour que le surplus de tâches ne fasse pas partir ceux qui restent. Tout à fait. Alors, et c'est là où le dimensionnement doit être différent, que nous ayons un pipeline, mais c'est surtout aussi peut-être changer et réussir à changer ce mindset au sein de l'entreprise, que c'est bénéfique aussi qu'il y ait des départs. Parce que ces départs, c'est des opportunités pour les uns et pour les autres. Ça peut être également, et c'est là où il y a tout l'aspect talent management, comment nous préparons la relève, qui est capable les key people, et donc pour chaque key people ou pour chaque key position, avoir 2, 3, 4 et pouvoir mettre en branle tout ce process une fois qu'on se retrouve dans cette situation, et de faire d'un élément entre guillemets négatif une opportunité pour les personnes et pour l'entreprise. Définissons ensemble, on a parlé de beaucoup de points, définissons ensemble qu'est-ce qu'une culture d'entreprise forte et attractive? C'est une question. C'est une chimère, n'est-ce pas? Non, c'est pas une chimère, mais. Non, c'est pas une chimère. J'entends, mais en tout cas, il y a beaucoup de débats, beaucoup de questions sur justement comment arriver pour builder cette culture d'entreprise, quel est l'ADN de l'entreprise, comment on fait pour, etc. On a tendance à parler communication, de partage d'informations, etc. Mais c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est l'histoire de l'entreprise aussi. C'est très important. Il y a l'histoire. À mon sens, il y a le style de management. Il a un impact extraordinaire sur la culture d'entreprise. Ça, c'est indéniable. Il y a les projets d'entreprise en eux-mêmes, c'est-à-dire aujourd'hui, quelle est la réelle mission de l'entreprise et dans quel sens elle va. Ça fait partie de sa culture et des choses que le collaborateur. Bien évidemment, tout ça se transcrit par des outils de communication de type valeurs, chartes et ainsi de suite. Mais réellement, ces valeurs ou ces chartes ou ces moyens de communication, c'est des moyens de communication à travers lesquels on exprime l'histoire de l'entreprise, ses valeurs intrinsèques, et puis son mode de gouvernance et de management. Ça, c'est des choses. Donc on en a 3 pour l'instant, n'est-ce pas? Histoire, management et vocation. Allez, on va trouver. Alors, les autres. Il y aurait peut-être autre chose, et j'ai la chance d'être dans une entreprise, inouïe pour ne pas la nommer, qui aujourd'hui est aussi la marque préférée des Marocains. Donc, en tant que marque préférée, ça aide énormément à notre culture. Nous avons la chance d'être une marque de grand public qui est connue par tous les Marocains. Déjà, ça aide. J'ai travaillé dans d'autres entreprises où, quand j'étais dans des forums de recrutement, vous faites quoi au juste? C'est déjà plus difficile. Donc, quand on a cette chance d'être dans des entreprises comme ça, ça aide déjà. Ça a une crédibilité. Tout à fait. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Effectivement, il y a la marque telle qu'elle est perçue par le client final et par les consommateurs, mais également ce qu'elle dégage de l'intérieur. Et ça, c'est par rapport à quand le bien-être au travail, le style de management, la culture de l'entreprise, qui ne doit pas être que des mots,
écrit sur un papier, mais ça doit être vraiment traduit dans le quotidien. Et que si on dit dans notre culture, c'est la proximité, ben oui, les managers sont effectivement, parler des managers de proximité, ils sont réellement proches. Que c'est une DRH qui est ouverte, qui est là, à l'écoute et en mesure de répondre. En mesure de répondre ne veut pas dire oui à toutes les questions, mais de donner des réponses. Et de donner des réponses qui ont du sens, qui donnent du sens et qui permettent à toute l'entreprise d'aller de l'avant et de pouvoir lever ses doutes, de pouvoir lever tous ces sujets qui peuvent être parfois irritants. Ben oui, il y en a qui sont irritants et on en parle et ils sont là, effectivement, et c'est comme ça, et voilà pourquoi. Donner du sens. Donner du sens, mais sur beaucoup de domaines. Il y a les aspects professionnels, mais également les aspects, nous sommes une entreprise. Qu'est-ce que nous représentons dans ce monde dans lequel nous évoluons? Sommes-nous une entreprise citoyenne? Aujourd'hui, le SG, est-ce que réellement nous jouons un rôle? Est-ce que nous favorisons l'inclusion? Vous savez, quand aujourd'hui le réseau arrive au fin fond du Maroc, mais c'est une fierté pour tous les employés de Inouï, les collaborateurs de Inouï, que des zones qui étaient justes mais cloisonnées et complètement, aujourd'hui ils ont le réseau. Lors du tremblement de terre de l'Haouz, une de nos priorités, c'était de désenclaver les gens, de leur redonner le réseau, qu'ils puissent être en communication. Et il y a eu des choses qui ont été faites, une mobilisation terrible, parce que pour chacun était porté par cette valeur de l'entreprise, où nous devons être proches de nos collaborateurs, de nos clients, de l'environnement dans lequel nous évoluons. Et tout ça, c'est ce qui donne un petit peu cette magie de ce qu'est la culture d'entreprise. Je pense que l'exemple que vous avez donné, il est extrêmement parlant, parce que c'est dans des événements comme ça, de tragiques comme le tremblement de terre, où on voit s'exprimer la culture d'entreprise. Et on a vu une expression d'engagement de l'ensemble des citoyens marocains, mais il faut voir dans certaines activités, nous l'avons vécu parce que c'est du vital, l'eau c'est du vital, etc. Les collaborateurs je ne dirais pas se sont pliés en quatre, mais c'est au-delà de ça, pour pouvoir faire arriver les camions d'eau en quantité suffisante, à l'endroit qu'il fallait, en concertation avec les autorités locales, etc. C'est un travail de titan, je peux vous l'assurer, sans pour autant impacter l'ensemble des consommateurs qui sont répartis un peu partout dans le pays, mais pouvoir servir et pouvoir accompagner l'État dans ces stratégies-là. Et c'est dans ces situations-là que ce sentiment d'engagement, d'appartenance, etc., cet esprit de donner du sens, il prend tout, voilà, exactement, il prend tout son sens, et on arrive à avoir ce link avec le collaborateur. Il comprend qu'il fait partie d'un quelque chose qui a de l'impact d'une manière ou d'une autre. Soit on est dans des gens justement à être connectés, communiqués ou autres. Il y a énormément d'entreprises qui ont été embarquées justement dans ce cas-là, parce qu'ils travaillent dans des activités à fort impact. Et c'est vrai, ce que disait Serachid tout à l'heure, il est très intéressant quand on porte des marques qui parlent à des consommateurs. C'est un peu plus facile que des entreprises voilà, ils sont plus B2B que B2C, donc c'est un peu plus. On a quand même un grand avantage, mais en même temps, ça peut rapidement être un inconvénient. Le jour où il y a une problématique consommateur, elle est très fortement perçue et ressentie par le collaborateur à l'intérieur. Et ça, c'est rapidement la panique générale, etc. Vous voyez, c'est-à-dire, le ressenti, il est là, parce que le collaborateur, il est consommateur à la fois. Donc, oui, c'est directement lié à la pérennité. Quand quelqu'un va remettre en question le produit, etc., c'est limite touché à son intégrité personnelle. Donc voilà. Et inversement, quand il y a des réalisations extraordinaires, des choses comme ça, ben sa contribution, même si elle est lointaine et qu'il est dans un département totalement back-office, etc., ben, il sent qu'il a contribué d'une manière ou d'une autre. Dans cette tragédie d'El Haouz, bon, nous, le ciment, donc ça va sans dire qu'on a été très, très actifs aussi. Mais là, à la limite, j'ai pas envie de lier ça avec la culture de l'entreprise, parce que on l'a dit, c'est le citoyen marocain qui s'est mobilisé, le citoyen lambda.
Donc c'est, je crois, culturellement ancré en nous en tant que Marocains, avant même que ce soit l'entreprise qui agisse. Par contre, pour revenir à la culture d'entreprise, oui, donner du sens, l'histoire, la raison d'être, comment on participe, ce que fait l'entreprise. Mais j'ai envie de rajouter aussi une autre notion, et encore une fois, c'est un sigle nouveau barbare qui a intégré nos métiers, c'est la QVT, qualité de vie au travail. Je pense que ça fait partie aussi de la culture. Et quand on parle de qualité de vie au travail, un peu, tu disais le CDI et le salaire, dans cette partie-là, les avantages sociaux classiques, ils sont importants, la retraite, la couverture sociale, tout ça, c'est très important, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, c'est du basique, acquis. Voilà, c'est-à-dire acquis. Si on n'a pas ça, on ne vient même pas toquer à notre porte. Donc aujourd'hui, on doit chercher autre chose. Et donc, dans cette qualité de vie au travail, il faut encore une fois être innovant. Écouter un petit peu les attentes. Et il y a quelques exemples. Par exemple, déjà les espaces de travail, surtout après la crise sanitaire. Aujourd'hui, on doit moderniser nos espaces de travail. Les jeunes sont regardants, ils veulent des espaces où il y a des lieux de détente, des lieux de coworking, des lieux où ils peuvent interagir intellectuellement et non plus que des postes de travail. Il y a aussi le management bienveillant. On a parlé tout à l'heure d'aménagement d'horaires de travail, de télétravail pour les entreprises qui ont la politique. Mais en tout cas, un management qui prend en compte le fameux équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Dans un podcast récemment, j'ai vu un expert qui parlait par rapport à c'est ce qui m'a encouragé à intégrer cette question, à la souligner, parce que cet expert-là parlait de l'ingrédient, selon lui, essentiel pour justement construire cette culture d'entreprise. Il a parlé de une bienveillance productive. J'ai dit management bienveillant, mais c'est dans ce sens, bien sûr, la productivité. Et d'ailleurs, tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est des leviers pour la performance. Parce que quand on parle d'humain, pourquoi on fait tout ça? C'est in fine pour la performance de l'entreprise. On est d'accord. Dosage entre bienveillance et productivité que il faut pas forcément dire oui, il faut pas forcément, mais non plus à tout bout de champ, dire non, même quand ça nous arrange pas en tant qu'entreprise, et doser pour pouvoir tirer le meilleur. C'est ça? Donc voilà. Donc la qualité de vie au travail, c'est des notions nouvelles, mais qui tournent autour des attentes, qui sont plus orientées well-being, équilibre de vie, espace de travail accueillant et moderne. Et après, on a d'autres actions, bien sûr, mettre en place des activités sociales, mettre en place des veilles par rapport à la santé, des actions aussi collectives, des family days, des choses qu'on connaît, mais c'est des choses aujourd'hui qu'on retrouve et qu'on doit renforcer davantage. Et je pense que c'est ce qui construit aussi la culture et c'est ce qui nous différencie aussi d'une entreprise à l'autre. Voilà. Vous vouliez dire, rajouter quelque chose? On tourne toujours finalement autour des besoins, finalement. Et donc les besoins évoluant, effectivement, le bien-être devient de plus important, la santé devient de plus importante. Nous, ce qu'on fait notamment, c'est qu'on supporte, on donne des budgets aux collaborateurs pour prendre des abonnements à des salles de sport, ou bien on organise des webinaires ou des séminaires autour de sujets autour du bien-être, ou bien ce type d'initiative. Maintenant, je voulais revenir à un point qui était, vous parliez du onboarding tout à l'heure, et de l'importance de l'onboarding. Pardon. Et je pense qu'au-delà de l'onboarding, l'offboarding est tout aussi important que l'onboarding, en fait. Et je parlais d'employés qui étaient ambassadeurs, mais les ex-employés sont aussi des ambassadeurs de cette entreprise. Donc on doit les traiter tout aussi bien, tout aussi équitablement lors de leur départ. Parlons un petit peu de... J'aimerais rajouter, et surtout lors de leur retour. Oui. On part parce que nous l'avons vécu, ils sont partis et ils sont revenus. Et nous l'acceptons. Parce que ça permet aussi de montrer que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et qu'effectivement, et on a eu le cas de quelqu'un qui était, il est parti chez une multinationale et il est revenu. Il a dit, non, moi donc, et c'est important, c'est des messages. C'est très important. On n'a pas de souci. Oui, tu es parti voir. Ben reviens. Il y a aucun souci. Et on le voit effectivement, beaucoup d'entreprises et de grandes entreprises, surtout dans des secteurs où il y a une forte concurrence sur les talents, où on est sur des campagnes, sur des programmes pour recapter leurs anciens collaborateurs. C'est des tendances qui étaient moins présentes avant. Hein. Moi, dans les années 2000, un patron disait il aime ça, alors que maintenant, c'est ça. Aujourd'hui, parce qu'on surfe sur ce message de dire l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et c'est des messages très très forts. Donc là aussi, c'est des tendances. Hein.
Je voudrais juste vous donner un exemple. Chez nous, le CEO Monde est parti et est revenu. Et est devenu CEO. Non, avant de devenir CEO. Et ça, c'est la culture d'entreprise. Si ça se passe à Genève, ça peut se passer au Maroc, ça peut se passer à Mexico, ça peut se passer à Hong Kong. Ce qui est important aussi de dire sur ce point-là, c'est que quand la personne, elle part, le temps qu'elle passe en dehors de notre entreprise, elle acquiert de l'expertise. Elle ne reste pas les bras croisés. Donc si elle revient, c'est bénéfique. Effectivement, c'est de la valeur ajoutée. Oui, alors j'allais revenir à ce point. Ça, c'est important parce que effectivement, partir et revenir, il y a toutes les entreprises aujourd'hui ont arrondi les angles. Il y a cette agilité organisationnelle, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a des enjeux qui sont critiques dans certaines entreprises, qui sont critiques dans certains postes, etc., et qui font que, par éthique, des fois, on est tenu de refuser. Pas parce qu'on n'a pas besoin de la donnée que ce collaborateur va ramener, mais par éthique. Parce que ce qu'on n'aimerait pas pour nous, nous ne voudrions pas pour notre concurrent, parce que nous ne l'appelons pas notre concurrent, mais c'est notre confrère. Le concurrent, il est vis-à-vis du consommateur, quand on parle produit à produit. Mais dans un même écosystème, ce sont nos confrères. C'est-à-dire quand vous êtes sur la même activité. Exactement, nous sommes dans la même activité, c'est nos confrères, et nous ne voudrions jamais que être dans leur situation et vice-versa. Donc il y a quand même de l'éthique et les entreprises ont justement cette responsabilité-là d'asseoir une certaine éthique dans le monde professionnel. Je sais que c'est très compliqué, je viens de l'IT, j'ai vécu ce dont on était en train de parler tout à l'heure, des turnovers à 20%, etc. C'est très compliqué de résister à la tentation de faire du marchandage et ainsi de suite, mais à un moment, il faut se donner des limites, parce que justement, c'est ces valeurs-là et cette éthique-là qui va être l'étendard de l'entreprise, et ça fera partie de son ADN, de sa culture. Et forcément, oui, au risque de perdre un peu de compétences, au risque de perdre sur mon time to market, au risque de tout ça, mais il y a des choses qui sont plus importantes. Donc c'est compliqué, l'équilibre entre les deux est difficile. Mais il faut se poser cette question-là et garder quand même les notions en tête. Alors, au-delà de l'éthique, je pense qu'il y a aussi un autre aspect dont il faut tenir compte. Parce que parfois, oui, l'éthique peut être là, parfois on n'a pas le choix. Tu as une compétence, elle est chez la concurrence, on ne peut pas y voler. Mais la limite de l'exercice, c'est qu'on va rentrer l'un et l'autre dans une escalade et une surenchère où un poste qui doit être payé X est payé X puissance Y. Et là, ça tue, exactement. Et ça tue. Alors, souvenez-vous, enfin, je ne sais pas si vous pouvez vous en souvenir, mais à l'aube du bug de l'an 2000, les informaticiens ne couraient pas les rues et on est parti se les prendre les uns les autres. On avait atteint à l'époque des niveaux de rémunération qui ne voulaient juste rien dire pour pouvoir passer le bug de l'an 2000. Une fois qu'on a passé le bug de l'an 2000, tous ces informaticiens ont été remerciés et ont dû se reconvertir, se repositionner ailleurs, parce que leur niveau de rémunération pour l'entreprise n'était plus question de payer autant, alors que cette compétence sur le marché est donnée 2 fois moins cher ou 3 fois moins cher. C'est pour ça qu'il est important que l'entreprise mette en place les systèmes. Alors, on doit parler de knowledge. En un mot, ça paraît simple, mais c'est des processus qui sont extrêmement complexes et coûteux à mettre en place au démarrage. Mais c'est important d'avoir les systèmes et les dispositifs en interne qui sont capables de tourner et qui sont capables d'intégrer n'importe quel collaborateur et à tout moment. C'est bien, même pour cette personne qui intègre, de pouvoir venir et trouver déjà sa courbe de progression. À l'arrivée, elle va être beaucoup plus rapide et puis même son départ sera beaucoup plus simple parce que son remplaçant viendra sur la base d'un acquis et il va pouvoir se développer et ainsi de suite et se sentir confortable sur sa capacité à maîtriser son périmètre et pouvoir évoluer et démontrer de sa performance très rapidement. Donc, plus on a de systèmes qui sont rodés, qui tournent, et qui sont bien alimentés, etc., moins on se sent dans cette difficulté de devoir justement rentrer dans cette guerre des talents, même si c'est compliqué dans certains postes et dans certains métiers.
dans notre secteur d'activité, par exemple, c'est l'exemple type du... on a beau avoir le knowledge qu'il faut, il faut avoir le vendeur dans le camion. Ça, c'est une donnée... jusqu'à preuve du contraire, ne changera pas. Et voilà. Et c'est de la concurrence parce que c'est un carnet d'adresses, parce que c'est un portefeuille client, parce que c'est une connaissance d'un secteur, parce que on ne peut rien mettre en place qui puisse faire en sorte que la recrue qui va venir même de chez le concurrent ou ailleurs pourra rapidement récupérer cette donnée commerciale et se mettre dans le bain rapidement. Donc sur certains métiers, c'est encore plus compliqué à envisager. Parlons un peu aussi du développement des compétences. C'est un autre levier de fidélisation aujourd'hui dans lequel s'inscrivent de plus en plus les entreprises. Et on a tendance à croire que ce sont les grandes entreprises seulement qui sont inscrites dans cette dynamique. Qu'en est-il réellement ? Ce n'est plus un luxe. Aujourd'hui, la formation fait partie, et le développement personnel, tous ces aspects d'accompagnement des collaborateurs sont partie prenante du développement même de l'entreprise. On ne peut pas rester aujourd'hui avec ces évolutions des technologies, avec ces évolutions. Ce qui se faisait d'une telle façon il y a 3 ans ne se fait plus. Certaines technologies, certains outils il y a quelques années n'existent plus aujourd'hui. Nous sommes passés à autre chose. Ça va tellement vite. Et si on ne se met pas à jour par rapport à ces domaines de savoir, on sera très vite mais largué de tout système compétitif. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est en train de bouleverser énormément de choses. Et si on ne s'y prépare pas comme il se doit, et que si on ne prend pas ce train de l'intelligence artificielle, les résultats se feront très vite sentir, et pour l'entreprise, et pour le pays, et pour l'éducation, et pour beaucoup de choses. Donc oui, ce n'est plus un luxe aujourd'hui. Le learning and development est partie prenante de la vie du collaborateur au sein de l'entreprise. Juste peut-être rajouter que quand on dit learning, c'est pas systématiquement que la formation classique comme on l'a connue il y a 20 ans. D'ailleurs, je pense que c'est un peu boring pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais c'est plein de choses aussi. Là aussi, il faut être novateur. C'est des assignments dans d'autres contextes, dans d'autres pays quand on est une multinationale. C'est intégrer des projets transversaux, s'exposer, du mentoring. Donc là aussi, développement avec plusieurs leviers, dont la formation qui, à mon sens, moi je l'ai toujours dit, n'est pas une baguette magique. Je pense que le training on the job, c'est la meilleure formation qui puisse exister. Des fois, même le transfert, ce qu'on appelle le transfert d'expertise intra-entreprise, entre générations, est une formation. Ça fait partie des dispositifs de knowledge management, justement, et c'est l'un des éléments fondamentaux. Je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu. Aujourd'hui, la formation, c'est la base. C'est un acquis, comme d'autres qu'on a entendu. Et aujourd'hui, la formation seule n'est pas suffisante, comme vous l'avez dit. Et moi, je pense que la formation, ça intervient dans un plan de carrière. Et dans ce plan de carrière, il y a une vision. Il y a une vision d'évolution, une perspective, effectivement des assignments, que ce soit transverses, de fonction à une autre, à l'étranger, dans différentes. Il y a vraiment un développement personnel et professionnel de l'employé avec une vision très claire sur le futur. Ça peut être un élément de démotivation si un collaborateur n'est pas... Clairement, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que tous les dispositifs de talent management deviennent aujourd'hui, encore une fois, des acquis et des basiques. Donc tout ce qui est people review, tout ce qui est détection des hauts potentiels, ça permet d'anticiper les besoins en leadership, en poste de leadership, ça permet de former sur la compétence rare, ça permet d'identifier les leviers sur lesquels on doit accompagner les collaborateurs, etc. Donc ça, c'est de l'acquis. Et puis, il faut aller au-delà de ces dimensions sur des dispositifs un peu plus poussés. Nous, on a un projet qu'on a lancé l'année dernière qui est plutôt intéressant et qui parle beaucoup aux jeunes. On a pris 15 collaborateurs de chez nous qu'on a formés sur du coaching. Donc, c'est des coachs certifiés ICF qui font ça pas à plein temps, ils le font à côté de leur job, mais on aménage un temps supplémentaire pour ces personnes-là qui sont, déjà été volontaires. Donc on a fait un appel à candidature et donc les gens ont levé et les coachés aussi sont sur une base volontariat. Donc on a des collaborateurs qui lèvent le doigt, qui disent moi j'ai des problématiques sur le développement personnel. Ça peut être professionnel ou même personnel, et donc avec la confidentialité qui va avec. Et donc ces coachs-là sont à disposition des collaborateurs pour les accompagner et souvent les orientent pour faire des bilans de carrière, par exemple.
pour qu'un collaborateur se pose la question de dire « Je me suis oublié dans ce poste, ça fait 10 ans, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma carrière et de ma vie ?» Et alors, on a lancé ça il y a 1 an, on a un petit recul sur ça. En tout cas, 80% des managers décoachés ont tout de suite vu le changement sur ces personnes-là. Et effectivement, les dispositifs que nous avions avant ne correspondent pas forcément aux nouvelles générations. Donc, il faut aller sur quelque chose de innovant. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a aussi un élément très important, c'est les relations que nous pouvons avoir entreprises avec les parcours académiques. Il y a quelques mois, on a inauguré un centre de coaching et d'orientation en collaboration avec l'Université Hassan II, où nous mettons à disposition l'expertise de nos collaborateurs pour accompagner, former, coacher les étudiants. Et aujourd'hui, on remarque une réelle volonté de l'université à écouter les besoins de l'entreprise et on est en discussion avec l'université pour carrément créer des parcours pour nos métiers. Donc, il y a ça aussi. On parle d'évolution de carrière et talent management. Je pense que c'est bien de regarder l'évolution des carrières de nos salariés, de nos collaborateurs. Et comme nous, dans nos secteurs, on recrute beaucoup de jeunes, là, on essaye de travailler limite en amont pour essayer d'avoir des personnes avec des compétences qui sont adaptées à nos besoins. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. Les universités deviennent sur des schémas d'entreprise. Ils ont des KPI, et aujourd'hui, ils ont de forts KPI sur l'employabilité des jeunes. Donc, ils sont vraiment très à l'écoute des besoins de l'entreprise. Et je pense que c'est quelque chose aussi d'important d'aller chercher la ressource et peut-être la préparer, la façonner de la meilleure manière pour l'embarquer dans un parcours de carrière ensuite chez nous. J'ai envie que vous me disiez une chose, parce que le deuxième volet de la question, c'était, je vais vous poser autrement, d'aucuns nous diront, ils nous écouteront, ils diront, ouais, mais là, on parle de grandes entreprises, hein. Moi, je suis une PME ou moi, je suis une PMI, non. Pour moi, c'est pas, on n'est pas en train de regarder du même prisme. Là, c'est des coûts, là, c'est des choses. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, depuis tout à l'heure, on parle des KPI, du turnover, de la fidélisation, des postes vacants. Je pense que si on ne regarde que sur le prisme de la dépense, c'est certain qu'on va voir que le coût et on va trouver que c'est énorme. Mais si on fait un retour sur investissement sur je suis resté sur un poste vacant pendant 1 an et le manque à gagner que je pouvais avoir sur l'entreprise ou le manque de formation et de compétences que j'ai dans ma boîte, ce qui doit me coûter, je pense que si on refait un calcul dans ce sens-là, le retour sur investissement est largement là. Seulement dans les PME, je pense que c'est plus le RH qui va avoir cette réflexion, moins le patron de la PME. D'accord. Donc le rôle de la RH, c'est de convaincre ce patron de la PME de ce que tu viens de dire. Que peut-être l'impasse peut être plus dangereuse que pour une GE. C'est un investissement. Après, je voulais juste dire que la formation, c'est aussi un contrat tripartite, n'oublions pas. C'est aussi le collaborateur est acteur. On parlait de carrière. Le premier acteur dans la gestion des carrières, c'est pas la RH, c'est d'abord le collaborateur. Par son engagement, son ambition, son envie d'avancer, d'accompagner la transformation de l'entreprise, son potentiel, voilà. Donc c'est pour ça que voilà, on dit souvent que tous des RH, c'est voilà, ça parle encore, même si c'est un peu ancien. Je pense que c'est toujours d'actualité. 2 enjeux majeurs quand on parle de stratégie, de gestion du capital humain, de fidélisation, etc. J'ai envie de vous parler de 2 enjeux majeurs qui s'imposent de plus en plus, qui sont la diversité et l'inclusion. La place de ces 2 notions qui sont quand même très très importantes dans cette vision-là. Effectivement, aujourd'hui, l'entreprise ne peut pas se passer de toutes les forces vives que peut proposer un marché.
Donc de ces forces vives, bien sûr, diversité, inclusion, on va penser au gender diversity, hommes-femmes, mais il n'y a pas que. Aujourd'hui, il faut éviter ce qu'on appelle les effets de halo. Lorsque vous avez quelqu'un qui va recruter parce qu'il a fait telle école, il ira chercher telle école. On aura des ingénieurs de telle école et donc on aura une filière. Il faut diversifier également ici. Il faut également diversifier au niveau des régions, au niveau des nationalités, au niveau, parce que c'est ce qui fera cette force de cette entreprise. Il n'y aura pas une seule façon de voir ou une seule façon de faire, mais il y en aura plusieurs qui vont donner une façon de faire, qui est effectivement issue de toute cette réalité dans des marchés et des environnements dans lesquels nous évoluons. Il me semble que McKinsey a même fait une étude là-dessus et qui a démontré que plus l'équipe était diverse, plus ils avaient 25% de chances d'améliorer leurs résultats. Donc il y a une corrélation qui est directe, ça a été prouvé, ça c'est sûr. Même au niveau des différents conseils d'administration, des différents membres du CODIR et tout ça, il est devenu impératif, puisque pendant longtemps les différents boards étaient surtout des hommes. Aujourd'hui, c'est non seulement il faut que ce soit des femmes, il faut que ce soit des hommes. On a attendu que ça se fasse, ça s'est pas fait, on a mis des quotas, c'est tout. Tout à fait. On a des KPIs. Tout à fait. On a les KPIs, mais aujourd'hui, il y a dans certaines multinationales, dans un passé pas si lointain, nous allions également rechercher non seulement les nationalités, les origines, l'ethnie, et il fallait réellement avoir des boards qui étaient multiculturels. Mais je pense qu'il y a encore un grand effort, et ça c'est général, hein, je pense pratiquement c'est mondial, spécifique au Maroc, niveau de l'inclusion. Et Pas forcément peut-être de la diversité, mais de l'inclusion pour certaines personnes avec des spécificités particulières, avec des contraintes de santé particulières, sans pour autant poser de clichés. Mais aujourd'hui, c'est peut-être sur ce niveau-là que, si on regarde de haut, il y a quand même encore de l'effort à faire par nos entreprises. Et si on revient à la gender diversity, si on revient juste sur ce point-là, si on double-clique, je pense que l'enjeu, c'est pas juste sur le taux qu'on a homme-femme, mais une fois qu'on a des femmes à l'intérieur, comment elles évoluent? Est-ce qu'elles évoluent de la même manière? Donc nous, on avait des KPIs qui sont le ratio homme-femme, mais le ratio homme-femme à l'entrée, au niveau managérial, au niveau COMEX, au niveau aussi de la rémunération. Quand on faisait des campagnes salariales, on sortait des ratios hommes-femmes. Quelles étaient les augmentations pour les femmes, pour les hommes, au niveau des promotions, des mouvements. Donc la gender diversity, il faut vraiment la suivre dans tous ces aspects et non pas seulement qu'à l'embauche. Est-ce que les deux courbes évoluent de la même, suivant la même tendance? C'est pas le cas, mais aujourd'hui la tendance c'est de les faire converger au mieux. J'aimerais rebondir sur ce point, parce qu'effectivement, on peut avoir des KPI de 50-50, de diversité entre hommes et femmes, etc. Mais une fois que les femmes sont là, effectivement, je pense qu'on doit encore les pousser un peu, on doit encore les aider, les accompagner. En fait, chez JTI, ce qu'on a, c'est on a des programmes de sponsorship dédiés aux femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du mentoring, c'est pas du coaching. C'est des femmes qu'on pense déjà être techniquement prêtes, entre guillemets, à passer à l'étape supérieure. Par contre, on pense qu'elles ont besoin d'un sponsor, de quelqu'un qui parle d'eux, de quelqu'un qui leur ouvre des portes, de quelqu'un qui les aide en fait à faire ce bridge qu'un homme, peut-être aujourd'hui, naturellement, n'aurait pas besoin. Si je peux revenir sur le point de la diversité, alors effectivement, elle est très importante et dans l'organisation et les évolutions et les organes de gouvernance et ainsi de suite. Et je vais vous partager une expérience que nous vivons chez les Eaux Minérales d'Oulmès. On a bien avancé sur le sujet de la parité au niveau des instances de gouvernance, etc. Il n'y a pas de problème. Mais on s'est donné comme mission de féminiser notre frontline. Et là, je peux vous assurer que c'est une autre paire de manches. Elle monte dans le camion ? Ouais, maintenant elle monte dans le camion. Et c'est un travail de 2 ans qui a été d'une difficulté que nous-mêmes nous imaginions même pas quand on l'a posé comme enjeu. Mais elles montent dans le camion et certaines conduisent des semis grands comme vous pouvez l'imaginer. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, en dehors des problématiques ou des enjeux sur lesquels, bien évidemment, il faut encore qu'on travaille dans l'évolution des femmes au sein de l'entreprise, l'évolution des femmes
à l'extérieur de l'entreprise, dans les sociétés, ça c'est un autre enjeu, c'est une autre difficulté. Pouvoir les exposer dans des postes où nous les avons jamais vus. Le jour où on a vu des femmes conduire des bus, etc., on était hyper excited. Je sais pas si vous, ça date pas de si loin. Malheureusement, ça reste des initiatives qui sont très, très, très faibles, et je comprends pourquoi, parce que quand on s'est frotté à l'exercice, il est extrêmement compliqué. Mais il y a aussi une pénibilité qui, je pense... Ben justement, cette pénibilité-là est un biais cognitif que nous avons et que nous essayons de casser avec nous-mêmes déjà. Parce que réellement, non. D'ailleurs, nous l'avons, sans nous en rendre compte, nous l'avons mis dans nos process, c'est-à-dire on va chercher les tournées les plus faciles, les circuits les plus sympathiques, c'est le ma'arif, c'est pas le barno, c'est des choses comme ça. Mais in fine, non, réellement, c'est nous en tant qu'entreprise, c'est nous en tant que société qui nous mettons les contraintes. Une fois qu'on a une personne qui est engagée, qui a envie de faire l'effort, qui a testé le métier parce qu'il est difficile et il est pénible et qu'elle est dedans, ben il y a pas de souci, ça se fait. Elle peut faire ce secteur-là, celui-là ou celui-là. C'est exactement la même chose, et sa sécurité est importante autant que celle d'un homme. Donc, s'il y a un enjeu sécuritaire dans un secteur, là, il l'est pour tout le monde et c'est plus un sujet. Voilà, ça c'est l'enjeu féminisation ou diversité par le genre. La performance est la même, pardon. Alors, l'exercice, il est nouveau. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, la performance est bien. On n'a pas de... Maintenant, il nous faut encore... voilà. Non, elle est bien. C'est-à-dire qu'on a les mêmes niveaux de transfert, les mêmes KPIs de chargement, les délais, etc. On arrive à la partie commerciale. On s'y frotte cette année avec beaucoup de préparation, et on va voir, et mais on est confiant. Sincèrement, on est confiant. On a réussi à mettre des femmes prévendeuses, c'est-à-dire sur les motos. Ça, il n'y a pas de problème, le sujet ne se pose plus. Donc, elles sont là, elles font les tours des moulins, etc. pour la prise de commande, avec le même niveau de performance. Sur la partie camion, où il y a de la vente et en même temps de la livraison en parallèle, il faut aller beaucoup plus vite, et ainsi de suite. On va tester l'exercice. L'autre point qui est très compliqué et qui reste malheureusement un enjeu que des entreprises, sur lequel on n'a pas forcément de support des institutions gouvernementales, c'est l'inclusion des gens en situation de handicap. Exactement. Et ça, c'est un niveau encore plus compliqué. C'est vraiment difficile, parce que pour plusieurs raisons. Donc on a entamé le chantier l'année dernière en partenariat avec la coopération internationale, et on a travaillé tout ce qui est investissement de mise à niveau des lignes pour pouvoir intégrer chez eux, parce qu'il y a des enjeux de sécurité, safety, etc. D'accessibilité. On a fait tout ce travail-là. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais on l'a fait. Maintenant, quand on arrive à l'étape sourcing, eh ben, je peux vous assurer qu'on y est toujours. Peut-être parce que les gens ne sont pas au courant. Il y a des forums, je crois, il y a un forum dédié. Alors, ça fait 3-4 ans qu'on est sur les forums. Nous sommes accompagnés par des associations dédiées qui nous aident sur le sourcing. On a mandaté des opérations de sourcing spécifiques, et c'est très compliqué. Tout en sachant qu'on ne demande pas des niveaux de formation très avancés, mais ça n'empêche que c'est pas évident. Pour la simple et unique raison que c'est une population qui n'a pas l'habitude d'être approchée par l'entreprise. Donc, je pense que voilà, le manque de moyens a fait que ces gens-là se sont eux-mêmes posé un obstacle. Donc, on essaie de casser l'obstacle, mais ça prend du temps. Donc ils sont pas dans la recherche active déjà. Ils réalisent pas que l'opportunité existe. Peut exister, etc. On a pris on a commencé avec une première catégorie qui sont les gens sourds-muets. Ça nous a permis d'avoir une première cible pour faciliter Donc, on a mis à disposition les gens qui font de la traduction. On a démarré les parcours de formation des chefs d'équipe sur le langage. En fait, on a coché les cases. Ça, c'est des moyens et du temps. Quand tu arrives chez le candidat et tu lui dis, viens, alors on va t'intégrer, voilà l'opportunité que nous avons, etc.
C'est limite, voilà, il hésite, il est craintif. Il est où le poisson d'avril? Voilà, et c'est pas évident, et c'est malheureux. Parce qu'on a reçu des CV avec des gens en licence en informatique, des gens qui ont fait des métiers dans la restauration. On a reçu des gens qui ont des formations, des qualifications et qui sont capables de faire. Mais il y a énormément d'accompagnement qui doit être fait par l'État d'abord, pour pouvoir aider ces gens et aider les entreprises à pouvoir faire de l'inclusion en bonne et due forme sans pour autant se poser et sans vouloir atteindre un quelconque quota. C'est surtout de... Voilà. Hein? Il n'y a pas de KPIs derrière. D'ailleurs, on n'a pas de KPIs derrière, mais c'est purement volontaire. Mais c'est dommage de voir comme ça qu'on n'a pas... La seule option pour ces personnes-là, c'est la fonction publique. Et quand on a des gens qui sont formés, qualifiés, déjà préparés, ils attendent l'ouverture, le concours, la fonction publique, parce que ils ont un quota par contre. Et comme ils ne sont pas très nombreux, dès que l'ouverture se fait et qu'ils passent le concours, il y en a 100, ça passe 100. Donc il ne reste plus rien. Et c'est ça, pour moi, aujourd'hui au Maroc, c'est les réels enjeux de diversité et d'inclusion que nous avons, parce qu'il y a des femmes qui n'ont malheureusement pas l'opportunité de faire des études, mais qui portent des foyers derrière. Il y a des gens qui sont en difficulté de transport parce qu'ils ont un handicap particulier ou qu'ils ont une difficulté particulière physique ou autre, et qui n'ont pas le support nécessaire pour pouvoir les aider, même quand l'entreprise veut leur proposer une solution. Espérons que... Alors, j'aimerais apporter un témoignage sur cette difficulté, effectivement, pour ce recrutement-là, des choses auxquelles on ne pense pas. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise où on a voulu recruter une personne non-voyante, qui était malvoyante et qui est passée non-voyante. Donc, effectivement, on a mis en place ce qu'il faut, les trucs. Vous savez où s'est posée la difficulté? L'ascenseur. Quand il appuie sur le bouton, les boutons sont en braille. Il sait vers quel étage il va. Mais quand l'ascenseur s'arrête, il n'y a rien. Il n'a pas de son. Il ne sait pas si c'est arrêté au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième. Donc il a fallu encore une... Et donc on n'anticipe pas ce genre de choses et on n'a pas cette approche. Les rampes d'accès, dans beaucoup de choses. Vous savez, les limites de trottoir avec les différents calboutis là, qui permettent de montrer que nous sommes arrivés à la ligne. Il y a beaucoup d'éléments qui sont pas faits de manière naturelle et spontanée, et où effectivement les entreprises parfois ensuite elles doivent repenser, et c'est... Donc il faut idéalement intégrer ce genre d'enjeu d'entrée de jeu, dans la conception, on avait des personnes à mobilité réduite. Un exercice très simple, l'exercice d'évacuation. Comment on s'organise? Il faut mettre en place une procédure qui est définie, spécifique à ces personnes, avec des chaises roulantes en bas, des chaises roulantes en haut, parce qu'il faut quelles personnes vont les prendre, les porter pour descendre les escaliers. Si elles sont au 6e étage, comment s'organiser? Bref, il y a tout ça, et on ne le fait pas de manière spontanée et naturelle. On le fait a posteriori, ou là, une fois qu'on est dedans, mais c'est pas forcément quelque chose qui est... Regardez la ville, les trottoirs, il n'y a pas forcément... D'ailleurs, nous sommes dans un mois où on parle beaucoup d'autisme, etc., et où effectivement, des fois, dans certaines entreprises, c'est très difficile à vivre. Et aujourd'hui, tous les enjeux sont là. Alors, pour répondre par rapport à votre question de tout à l'heure, j'ai eu la chance d'assister une fois à une conférence là sur justement cette diversité, et c'était un DRH d'un grand port qui avait fait l'expérience de mettre des dockers, des femmes dockers, et ils ont été très très satisfaits du résultat en termes de performance, en termes d'efficacité, en termes de tout, et personne n'aurait imaginé une femme docker. C'est docker, tous on s'imagine et on a des images qui viennent dans notre tête. Et ben ils ont mis des femmes docker et ils ont été très satisfaits du résultat. Donc voilà, mais à un moment effectivement nous avons nos biais cognitifs, on pense à un ingénieur procédé ou un technicien se met à aller. Tu penses aux techniciens, et il faut réellement qu'on se force, qu'on s'autoflagelle pour dire attends, je veux une shortlist avec un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, 2 candidates, 3 candidates, mais aujourd'hui c'est ça. Je pense tout le travail pour pouvoir arriver à ça, c'est que on se force au début au sourcing d'avoir cette diversité pour pouvoir ensuite les inclure.
pour répondre à ta question aussi, Hassan, on en rigole souvent, mais à poste égal, à compétence égale, on dit souvent que la femme est plus performante. Voilà, on est d'accord. Ça dépend des métiers. Alors justement, je reviens à ça aussi, et j'ai adoré ton exemple Frontline, et aussi l'exemple des personnes à mobilité réduite ou malvoyantes. Je pense que ce qu'on vit en société est l'image de notre société. Parce que la mixité des femmes et les postes qu'on pense inadaptés. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont dans les carrefours policières. On a des femmes qui conduisent les bus. Avant, on n'avait pas ça. Donc je pense que c'est l'évolution de notre société qui fait qu'aussi, nous, en entreprise, on suit le move. Oui. L'ascenseur qui n'est pas équipé, est-ce que nos trottoirs aujourd'hui sont équipés? Donc c'est pareil. Donc je pense que c'est la société qui évolue. Voilà, et c'est une tendance qui nous permet à nous en entreprise de suivre. Justement, par rapport à notre société, ces notions, c'est ce qu'on appelle best employeur, capital humain. Avant, on parlait de ressources humaines. Capital humain, on en parle depuis. Ça se compte encore en années, hein, pas en... Et donc cette notion de best employers, etc. Et great place to work. Est-ce qu'on a besoin, selon vous, avec tout le recul aujourd'hui, on va profiter au maximum de votre expertise, de votre expérience professionnelle, pensez-vous qu'on a besoin de un petit peu maroccaniser ces notions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels on a besoin d'adapter ces concepts aux réalités, à nos réalités sociétales? J'ai envie de dire que on le fait sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, lorsque nous sommes une best place to work ou un best employeur, c'est par rapport à notre environnement. Nous sommes jugés, qualifiés, définis par nos futurs collaborateurs ou par le marché sur lequel nous allons recruter. Donc, il est complètement local. Ce qui peut se faire en Europe, le modèle français, le modèle anglais, c'est un modèle, mais c'est pas le nôtre. Et aujourd'hui, effectivement, lorsque on a des particularités qui sont les nôtres et qui restent sur le nôtre. Je vais donner un exemple qui peut paraître banal, mais les horaires de Ramadan. Il n'y a personne qui va remettre en cause. Et même les étrangers qui, une fois qu'ils intègrent, il n'y a plus. Donc voilà, il y a des choses que l'Aïd al-Kbir, il y a une prime de l'Aïd. C'est quoi la Aïd al-Kbir? Je ne sais pas ce qu'on va en faire cette année d'ailleurs. L'ancienneté, ça c'est spécifique. Le Maroc, il a la prime d'ancienneté. Donc quand tu viens dans des contextes comme ça de multinationales où donc effectivement, c'est réellement local. Et alors. Je te donne le micro juste après. Il y a aussi l'effet inverse, c'est que j'ai eu à un moment dans mon parcours la chance d'avoir un rôle régional et j'ai eu à travailler pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc j'ai visité et j'ai travaillé dans beaucoup d'usines et dans beaucoup de pays et je venais avec ce biais cognitif où le modèle marocain qui était un modèle performé, tout ça, devait être le modèle de ce pays d'Afrique ou de ce pays du Moyen-Orient. Eh bien, c'est fou. Il y a peut-être think global but act local. Il y a des réalités dans ces pays-là et on ne peut pas transposer. C'est la même chose. Nous sommes aujourd'hui des best employeurs par rapport à ce que nous sommes, par rapport à notre environnement, par rapport à notre réalité. Et que peut-être ce best employeur irait ailleurs, ce ne serait pas la même chose. Tu vois ? Alors. Effectivement, moi je voulais parler de ma propre expérience en fait. Moi je travaillais en Suisse avant pour GTI et maintenant je suis au Maroc. Et en fait, j'entends ce que tu dis. Je me permets de dire tu ? Bien sûr. J'entends ce que tu dis et puis je suis d'accord en fait, je suis vraiment d'accord. Mais on parlait de culture d'entreprise tout à l'heure et pour moi une culture d'entreprise forte, c'est justement de retrouver, quand je rentre dans les bureaux de GTI ici à Casablanca, c'est la même culture d'entreprise. Je me sens dans la même entreprise que quand je rentre dans les locaux à Genève. C'est les mêmes codes, c'est les mêmes... mais bien sûr, on s'adapte. Les spécificités, bien sûr, les aides, etc. On s'adapte. Et j'ai beaucoup aimé le film Global and Act Local. Vous agree moi. Mais je pense que par rapport à la question de ces labels, justement, en fait, c'est des labels qui viennent challenger des bonnes pratiques.
Et ces bonnes pratiques, elles sont applicables, c'est-à-dire sans rentrer dans le côté un peu local, elles sont applicables et transposables ailleurs. Parce qu'elles viennent il y a du bon sens dedans déjà. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la diversité, de l'inclusion, de l'équité, des bonnes pratiques de rémunération, du management, des pratiques managériales, des stratégies de durabilité, etc., qui sont aujourd'hui communes à l'ensemble des entreprises, peu importe où elles se positionnent. C'est peut-être l'évaluation que peut en faire un collaborateur en fonction du contexte dans lequel il vit, en fonction du pays ou du secteur dans lequel il est, qu'il va évaluer les choses différemment. Mais ça reste quand même assez transposable. Je sais pas si... Tout à fait, mais c'est la perception in fine qui devient la réalité. C'est ça, exactement. C'est ça. Bien sûr, ce que tu dis peut être transposable, mais le résultat, ce ne sera pas le même. Et pourtant, tu pourrais être best employeur alors que les résultats sont complets. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité, il y a une perception, il y a des attentes qui sont le Maroc, le Maghreb, l'Europe, la France, les États-Unis. Tout, c'est complètement différent. Les relations humaines, aujourd'hui, ou chez nous en tout cas, nous avons besoin de ces relations humaines et à la limite, le mail, on ne veut pas y répondre, on va voir le collaborateur, on va en parler, tu sais, et après... Il y a des entreprises, il y a des environnements, il y a des sociétés où il n'y a pas de... On y va, c'est... Aujourd'hui, on l'a vécu, la difficulté, et je vais peut-être même utiliser un mot qui peut paraître... mais la souffrance, lorsque nous avons été, pendant la période Covid, enfermés chez nous. On avait besoin de nous retrouver, on avait besoin de vivre dans un environnement, c'est important. C'est important et c'est peut-être pas aussi important, c'est peut-être important dans tous les pays du monde, mais après il y a ces degrés d'importance et c'est ça qui fera la différence. Mais bien sûr, le mode opératoire, entre guillemets, restera le même. Mais après, comment il sera perçu? Qu'est-ce qui sera plus important? Est-ce que c'est celui-là ou celui-là ou celui-là? Et là, ça va changer. Et même au sein même de certaines régions du Maroc. Donc, c'est ça. Totalement aligné, d'accord. Je pense que les référentiels sont les mêmes, hein, les labels Great Place to Work, Best Place. Après, c'est le rapport culturel par rapport à des thématiques, le rapport à l'emploi, le rapport à la rémunération, le rapport au management, etc., qui peut être différent et qui peut être noté différemment. Mais l'idée, c'est que ces référentiels viennent nous challenger sur ça. Moi, j'ai la chance de gérer un périmètre plutôt sur l'Afrique. Donc, on a présent sur 7 pays en Afrique, 22 000 collaborateurs. Donc, il y a forcément des échanges qui peuvent être managériaux, interpays, interplaques, etc. Pour revenir sur le sujet de l'inclusion, on déploie même des modèles interculturels pour accompagner les managers à gérer le rapport de l'autre par rapport à des thématiques qui nous paraissent systématiques dans nos têtes, etc. Alors que la perception dans un autre pays, dans une autre culture peut être différente. Donc oui, il y a une adaptabilité en fonction de la culture, du vécu du pays. Mais je pense que globalement, les KPI, les standards sont les mêmes et restent les mêmes. Donc, je sais que vous êtes fatigué, mais ma dernière question. On va le faire en quelques mots. À quoi ressemblera, selon vous, le best employeur de demain? En quelques mots. Ça va être notre conclusion. Regardez-nous et vous avez la réponse. Je pense qu'on ne le... Je pense, personnellement, en tout cas, je crois que c'est difficile de se projeter aujourd'hui. On le découvrira. On s'adaptera pour toujours rester. Voilà, ça c'est un avis personnel. Des meilleurs employeurs. Mais on ne peut pas prédire le futur. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais il faut qu'on ait cette capacité d'agilité, de résilience, d'adaptabilité et qui nous permettra d'être toujours l'employeur, l'entreprise où il fait bon vivre, où il fait bon travailler. Et pour revenir sur la dimension de la culture, quelle que soit l'évolution et notre capacité à pouvoir nous adapter aux futurs challenges, je pense que ce qui est capital reste notre capacité à créer un environnement de travail qui maintient des gens engagés, motivés, valorisés et qui soit surtout aligné avec les objectifs et les valeurs de l'entreprise. Et donc à nous de pouvoir, à nous d'avoir cette capacité de bouger, de changer, d'accompagner ça. Mais je pense que tant que cette phrase continuera d'exister, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on continue
Moi, le mot agilité me résonne beaucoup dans mon cerveau. On continue parce que je pense que dans le monde dans lequel on est, on a besoin d'être agile. Maintenant, je pense que le best employeur de demain, c'est l'employeur qui continuera à se poser toutes les questions qu'on s'est posées ce soir. Parce que tout ce qu'on s'est dit ce soir, de manière structurée ou des fois un peu moins structurée, c'est plus des nice to have, c'est des must. Aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses pour développer l'engagement, développer la fidélité, la motivation, mais in fine la performance de l'entreprise. Donc on est dans le win-win. Et aujourd'hui, voilà, il faut continuer à se poser ces questions au quotidien, continuer à être agile, à être à l'écoute. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord, il faut continuer à se poser ces questions, être agile, continuer en fait à comprendre les besoins des futures générations qui arrivent au fur et à mesure sur le monde du travail et pouvoir avoir cette bonne balance entre répondre à leurs besoins tout en maintenant un équilibre pour l'entreprise. Sincèrement, c'est difficile de se projeter parce que avant Covid, on n'aurait peut-être pas parlé de beaucoup de choses. On a eu cet événement-là qui était très difficile à prédire. Et là, on voit encore que cette année-là, il y a tellement de perturbations, il y a tellement de contextes exogènes, mais qui nous impactent. On arrive difficilement à voir dans quelle perspective tout ça va se stabiliser. On sait aussi que ces changements économiques, ces changements sociaux ont un impact sur nos attentes en tant que collaborateurs, nos perceptions, les environnements dans lesquels nous voulons évoluer, etc. Tout ce qui va pouvoir nous aider, c'est ce que disent les collègues, c'est de pouvoir rester agile et à l'écoute et ne jamais tomber dans le piège de c'est l'organisation qui dicte nos actes. C'est nous qui faisons les organisations, donc on les fait, on les défait, on les refait, et puis il n'y a pas de voilà, décomplexé, il n'y a pas de mal. Des fois on se plante, on se trompe et on rectifie rapidement, et on arrive à progresser. Je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. Un très grand merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé dans toute cette convivialité avec nous vos visions, votre expertise. Merci à toute l'assistance d'avoir été très patiente avec nous. Je sais qu'on a un petit peu débordé, mais le sujet, on s'y attendait. Et donc vous êtes tous conviés maintenant à un petit after et je pense que là on va aborder d'autres sujets avec vous. Actualité oblige. Je vous invite à faire semblant de connaître personne, d'entendre personne. Merci à tous.